il y a pas mal d'analogies avec ce qu'a présenté Kathleen. Donc je ne vais pas trop détailler les aspects les plus techniques de nos réalisations, mais je vais plutôt m'attacher aux principaux enseignements et à ce que je qualifie, moi, de paradoxe et de dilemme posés à un assureur santé dès le moment où on parle de e-santé. Alors la mutuelle MGN, très rapidement, je pourrais parler d'harmonie, je parlerai du groupe en entier plus tard, mais c'est la même logique. Donc il y a un parallèle avec les VHA, c'est qu'effectivement nous couvrons toute la chaîne de valeur de la santé. Donc nous gérons la sécurité sociale des fonctionnaires, nous sommes assureurs de personnes sous forme mutualiste, hein, c'est-à-dire que les grandes décisions sont prises par l'Assemblée générale des adhérents, c'est une forme de démocratie indirecte. Troisième activité, établissement de soins, on retrouve le parallèle avec la présentation précédente, pardon. Et, effectivement, il y a un... Voilà. Et quatrième activité, les actions de prévention et d'accompagnement que je détaillerai dans un instant. Alors, il y a un problème en France, c'est complémentaire santé et innovation, ça ne va pas forcément de pair. C'est pour ça que des boîtes comme Oscar ou Alan en France percent. C'est quand même lourd, voilà, c'est lourd, c'est des gros systèmes de gestion, c'est casse-pied de se faire rembourser par la sécurité sociale ou une mutuelle, donc forcément il y a de la place pour des nouveaux entrants. C'est un marché extrêmement régulé par l'État, mais ça ne suffit pas de le réguler, en plus cette régulation elle change régulièrement, donc c'est instable, ça ne favorise pas l'innovation. Et puis l'appétence technologique, elle est un peu freinée par les expériences passées de très lourds systèmes d'information, ce qui fait que le digital a un peu peiné à prendre dans ce secteur. Alors, moi, je ne vis pas les choses comme une transformation numérique ni une digitalisation du métier. Je pense que notre vraie question que nous devons nous poser, c'est comment on se projette dans l'avenir, comment on remplit notre objet social, comment on remplit notre mission. Et c'est inévitablement un avenir qui sera profondément structuré par le numérique. Et c'est comme ça que nous abordons la question. Et ça tire un certain nombre de questions. On parle régulièrement de changement de paradigme en médecine, passer du curatif au préventif. On verra ce que ça veut dire. On voit que partout dans le monde, ce n'est pas uniquement en Europe, la sphère de la santé s'étend vers la sphère du bien-vivre. Il faut bien évidemment créer des nouveaux services qui répondent à ces aspirations et il faut fonctionner. Là, on a vu le nombre de projets considérables menés précédemment aux États-Unis. Il faut fonctionner de manière beaucoup plus agile, mettre sur le marché très très vite et prendre des risques. Donc c'est bien évidemment une forte transformation du secteur. Alors, bon, ça a été discuté toute la journée. C'est évident que l'explosion des technologies entraîne beaucoup de bouleversements et c'est surtout la combinaison de toutes ces technologies en même temps, qui est le booster. C'est le booster sur le secteur médical, mais ce n'est pas tout. Je vais aborder deux questions, deux ruptures. La première, c'est l'impact sur les solidarités. Que deviennent les solidarités au niveau national? Que deviennent les solidarités en assurance dès le moment où on va vers plus de médecine prédictive et personnalisée, dès le moment où on peut davantage capter les déterminants individuels de santé? Et le deuxième point, c'est que deviennent les mutuelles dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a un nouveau rôle pour elles vis-à-vis de la défense de l'intérêt de leurs adhérents? Et c'est sur ces deux points que je vais me focaliser avec quelques retours d'expérience. Alors, première question, c'est une question qui est souvent posée. Médecine beaucoup plus personnalisée, prédictive. Est-ce que c'est la fin des solidarités en assurance santé? Vous savez que le système français et de manière générale le système européen est basé sur des fortes solidarités, soit intergénérationnelles, soit entre catégories d'individus. Dès le moment où on va plus fin dans la connaissance du risque, est-ce que tout va exploser? Alors, il ne faut pas crier au loup. Sachons qu'en Europe, il y a une réglementation, et en France notamment, qui est extrêmement stricte sur la manière de remplir nos obligations en termes d'assurance santé. On ne fait pas ce qu'on veut avec les données, on n'a pas accès à toutes les données, on n'a pas accès aux données personnalisées. Et je pense que la rupture de solidarité, il ne faut pas la lire comme ça. En fait, c'est plutôt un changement sociétal. À une époque, on forçait la solidarité à travers l'assurance et à travers l'assurance santé. Aujourd'hui, personne ne peut dire que les solidarités ont disparu de notre monde. C'est faux. On voit, dès qu'il y a un problème social, un problème de crise, un attentat, etc., la solidarité s'exprime. Simplement, maintenant, c'est une solidarité qui est choisie et qui n'est pas une solidarité subie parce qu'on est aveuglé par rapport à ce que fait l'assureur. Et ça va changer radicalement les choses. Et si il doit y avoir une modification du paradigme en assurance, ça sera probablement celle-ci où les gens pourraient choisir, connaissant un peu plus leurs risques et le risque des autres, peut-être de s'associer avec des gens qui présentent soit le même profil ou en qui ils ont davantage confiance. Et donc on peut arriver, là où l'assurance cherchait les grands nombres, les grands volumes pour lisser les risques, on peut arriver à une fragmentation en plus petites communautés. Est-ce à dire que la solidarité disparaîtra? Peut-être pas, peut-être qu'on va la réinventer par les services, et c'est ce que je vais m'efforcer de développer dans un instant. Donc non, pas nécessairement perte de solidarité, mais une nouvelle manière de l'aborder.
Alors, je parlais tout à l'heure de prévention, de médecine des 5 P, hein, personnalisée, prédictive, de précision, etc. Donc on a des immenses promesses là-dessus, immenses promesses, mais regardons les chiffres en France. Ça ne décolle pas. Alors il y a quelque chose qui est absolument frappant. Si vous prenez 100% des dépenses de santé, quel que soit le financeur, 84% c'est des remboursements de soins. Donc c'est de la réparation, 84%. 10% c'est de la gestion du management. La prévention, ce n'est que 6%. Bon. Nous en sommes au début, donc la prévention n'est pas encore reconnue. Et il y a pire, c'est que ces 6%, eh bien, ils ont une érosion de 1% en moyenne chaque année, alors que les remboursements de soins augmentent de 3%. Donc on a vraiment quelque chose qui est paradoxal. La prévention est de moins en moins financée, alors qu'on a des promesses technologiques de plus en plus importantes par rapport à la manière de dépister les risques et de les prévenir. Alors pourquoi ? Si je veux parodier un film très rapidement, c'est qu'on recherche désespérément des business models. On n'a pas de business model à ce jour en France sur la prévention. Alors c'est très simple aussi, là. La sécurité sociale n'est pas disposée à rembourser toutes ces innovations pour l'instant. Bon, c'est normal, hein, il faut s'assurer d'un certain nombre de choses, c'est très protocolisé, mais en tout cas, on ne finance pas à ce jour les innovations dans le domaine par la sécurité sociale. Les assureurs, ils ont une rotation forte de leur portefeuille. Sur le secteur français, en moyenne, c'est 20%. Donc, si vous voulez investir en prévention, vous êtes sûr qu'avec 20% de rotation sur votre portefeuille, finalement, vos efforts et vos dépenses de prévention bénéficient au concurrent qui vient après. Vous allez lui baisser son risque et donc vous allez améliorer sa marge. Donc, les assureurs n'y vont pas. Alors, on est quelques-uns à avoir des taux d'érosion beaucoup plus faibles. La MGN, c'est moins de 1% du portefeuille d'érosion chaque année. Donc, on peut investir davantage. Et puis, les individus, après, les individus ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à financer, ils sont prêts à financer des petites apps, parfois à 1 euro, 2 euros, mais pas à financer encore des grandes opérations de prévention. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Il faut démontrer que l'on peut développer des services à haute valeur ajoutée. Et le pari, c'est le suivant. Si on veut développer des services à haute valeur ajoutée, il faut les personnaliser considérablement. Et si on veut les personnaliser, il faut avoir accès à des données de plus en plus précises, de plus en plus personnelles et de plus en plus sensibles. Et donc, la question qu'on va voir, c'est où est-ce qu'on peut installer le curseur entre des services standards que l'on va travailler à partir de données générales ou globalisées ou en open data, ou des services hyper personnalisés qui, là, vont devoir accéder à des données intimes sur l'individu. Et bien évidemment, les efforts à déployer pour protéger la vie privée de l'adhérent, la vie privée de l'assuré, ils sont beaucoup plus importants quand on va vers l'hyper-personnalisation des services. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque les exemples ont été donnés précédemment aux États-Unis. On est sur les mêmes logiques. Nous avons expérimenté des plateformes de téléassistance, de téléconseil, où nous avons mêlé du présentiel, des interventions d'infirmiers, de médecins, avec les objets connectés, avec tous les algorithmes qu'on pouvait, en l'état de l'art, imaginer pour davantage dépister, accompagner, prévenir les risques dans le domaine, là, cet exemple-là, c'est dans le domaine du cardiovasculaire. Je vous passe, pour gagner du temps, le dispositif, mais sachez qu'à partir d'un certain nombre de données récupérées, de programmes que nous avons développés, nous pouvons proposer 14 programmes de prévention et d'accompagnement suivant la nature du risque détecté chez l'individu. Je passe aussi celui-ci. Simplement, sachez aussi là que les algorithmes qu'on développe, ils sont à la fois sur le domaine médical, mais aussi sur le métier proprement dit, sur le parcours de soins, pour assurer bien évidemment cette fluidité sans couture tout au long du parcours de soins entre établissements, et puis également des algorithmes sur les usages eux-mêmes, sur les usages de l'adhérent sur le site ou sur son application mobile. Alors, les enseignements. Je voudrais quelques enseignements médico-économiques, parce qu'en France, il y a assez peu de programmes développés en la matière. Nous avons mené une première expérimentation sur 4 régions en enrôlant 15 000 personnes. Nous avons un déploiement national de prévu. Et nous nous sommes dit, pour tirer les enseignements, il va falloir que les gens donnent leur consentement sur des évaluations médico-économiques, ce qui n'est pas forcément évident. Nous avons réussi à obtenir 6 000 participants qui nous ont permis de nous livrer à un certain nombre d'évaluations. Et là, vous avez quelques indicateurs qui montrent que suivre ce programme a entraîné une amélioration d'un certain nombre de constantes médicales, soit sur la pression artérielle, soit sur le cholestérol. Et les projections que nous avons pu tracer nous permettent d'espérer d'avoir limité un nombre de décès d'événements cardiovasculaires sur cette cohorte. Alors, je parlais des business models qui n'existent pas aujourd'hui. Nous avons fait un calcul pour regarder si tous les adhérents MGN s'inscrivaient à ce programme,
ce que l'on pourrait espérer comme retour. Alors je ne parle pas de retour sur investissement, je vais parler plus simplement de moins de prestations à payer parce que les gens sont moins malades, hein, si je caricature. Les estimations que nous avons faites en nous projetant à un horizon de 5 ans nous permettent d'espérer une réduction de 0,4% des prestations versées et en complémentaire santé et de 1,2% en prévoyance. Prévoyance, entendez, arrêt de travail, dépendance, etc. Bon. Alors ça paraît des petits nombres. Maintenant, vous rapprochez ces nombres-là du taux de marge moyen du secteur de l'assurance français en France. Tout simplement l'assurance française. 2%. Le taux de marge moyen, c'est 2%. Donc vous voyez que c'est une activité qui est très contrainte. Et là, on peut espérer effectivement un retour sur investissement, mais ne nous trompons pas, les plus grosses économies, compte tenu du système français, vont à la sécurité sociale. 78% des économies réalisées grâce à ce programme vont à la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, à ce jour, ne dédommage personne pour ces efforts. Enseignement-usage maintenant, pour aller sur le domaine de l'adhérent. Alors, on pourrait se dire, on a une population majoritairement constituée d'enseignants, donc ils sont internautes, ils sont technologues, bon, ça va. Ben non, même là, il y a une fracture numérique. On se rend compte qu'il y a des difficultés pour accéder à ces applications, à ces sites. Il y a une méfiance par rapport aux objets connectés. Il reste une méfiance. Que deviennent mes données? Est-ce qu'elles sont correctement traitées? Est-ce que c'est fiable? Mon médecin n'en utilise pas. Est-ce que ça signifie quelque chose? Donc là, c'est un certain nombre de limites qui peuvent être levées si le corps médical s'approprie davantage ces objets et avec des initiatives comme celle qui a été développée par Harmonie sur les guides des objets connectés pour redonner confiance à la population sur ces devices. Et puis, il y a l'inquiétude de confier des données à un assureur pour les garanties de confidentialité. Et plus on l'explique que c'est confidentiel, il y a la CNIL qui surveille, etc., et plus c'est anxiogène. Donc on garde là aussi un certain nombre de défis à relever. Néanmoins, pour ceux qui franchissent ce cap, eh bien, il y a un fort taux de satisfaction. Le côté non obligatoire, parce que ce n'est pas obligatoire de s'inscrire dans un tel programme, le côté non obligatoire est fortement apprécié. Et la mutuelle, ce qui n'est pas évident, la mutuelle est reconnue comme légitime sur cette activité. Donc on peut sortir du métier d'assureur grâce à cette activité. Je passe parce que je crois qu'après, vous avez quelque chose sur les données de santé. Simplement, on parle beaucoup des données de santé en France. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que les données de santé, c'est un concept évolutif. Parce que quand vous regardez la définition, une donnée de santé, c'est un peu quelque chose qui vous permet, quand vous regardez, de vous faire une idée de l'état de santé passé, présent ou futur. Eh bien, plus l'intelligence artificielle va augmenter, enfin, les performances vont augmenter, plus des données qui n'étaient pas des données de santé à une époque vont devenir des données de santé demain. Donc là, on voit bien aussi que la réglementation va évoluer considérablement. Un problème majeur sur les données de santé, l'éthique. Là, ça a été évoqué, hein, la question du Blue Button aux États-Unis a été évoquée, c'est toute la question du self-data, plus généralement. On peut se faire des doctrines. Nous, dans le groupe, on pense que les données, elles doivent appartenir à l'individu. Même si ce n'est pas vrai aujourd'hui, la preuve, c'est que vous ne pouvez pas faire votre séquençage génomique si vous le décidez. Bon. Mais au total, ça devra appartenir à l'individu. Alors, une mutuelle, elle peut devenir quoi là-dedans? Parce que c'était un peu aussi la question. Quel est le rôle des mutuelles demain? Alors, on dit souvent les mutuelles, c'est un tiers de confiance, c'est un organisme non capitalistique, on ne verse pas de dividendes, c'est les adhérents qui décident, etc. Donc, on peut avoir une position qui est de défendre les intérêts des adhérents par rapport à toutes ces évolutions, par rapport à la e-santé. Mais ça, on le fera uniquement si l'effort de pédagogie, parce que c'est compliqué ces affaires-là, l'effort de pédagogie est une priorité de la mutuelle, c'est si on débat des questions éthiques avec les individus en assemblée générale, c'est si on définit avec eux non seulement les services qu'on va développer, mais le cadre de confiance. Et c'est comme ça uniquement que la e-santé deviendra un vecteur de progrès social. Et donc, nous estimons que nous avons, en tant que mutuelle santé, un rôle considérable à jouer en la matière. Je vous passe, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, donc je vous passe quelques expérimentations que nous avons commencé à mener. Simplement, le message que je voudrais passer, c'est qu'on arrive à casser les murailles de Chine. Nous avons pu travailler avec l'assurance maladie obligatoire, ouvrir les bases de données de l'assurance maladie obligatoire sur un certain nombre d'expériences. Nous avons travaillé avec la CNIL, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire en sorte que toute cette pédagogie se diffuse et pour faire en sorte que nous puissions embarquer la population par tous les moyens pour aller vers ces évolutions salutaires. Je vous passe la vision de l'écosystème et pourquoi, je vais terminer, pourquoi et en quoi plutôt ce genre de considération est un driver d'une vraie stratégie d'entreprise. Je vous disais tout à l'heure qu'on a regroupé un certain nombre de mutuelles.
MGN, Harmonie, d'autres mutuelles. Alors tout simplement parce que nous estimons qu'il y a là un enjeu majeur pour révolutionner le système français, et c'est ensemble que nous pourrons plus fortement innover, investir et influencer, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire bouger en France et en Europe sur ce sujet. Et simplement, trois derniers mots. Les challenges, comment on va faire? Parce que c'est bien joli de dire ça, on crée un groupe. Mais il faut gagner en taille et en diversité. Et il ne faut pas gagner en taille pour être gros, il faut gagner en taille pour gagner en diversité. Parce que vous l'avez vu sur le VHA, c'est vrai sur ce qu'on mesure aussi, c'est la richesse de toutes les données qu'on pourra capter dans tout l'écosystème de l'adhérent qui sera importante. Pas uniquement les données catégorisées comme des données de santé, mais c'est les données de l'environnement, c'est des données qui sont totalement ouvertes, ça peut être des données bancaires, ça peut être des données sur l'habitat. Et pour faire ça, eh bien, il faut avoir un système extrêmement large, beaucoup de partenaires. En faisant ça, nous créons un groupe de 10 millions de personnes, donc 20% de la population française qui sera assurée, et nous créons le premier réseau de soins non lucratif, et là on revient aussi aux analogies qui ont été avec les États-Unis tout à l'heure, c'est que nous pouvons construire un système totalement intégré, avec une forte diversification qui nous permettra d'enrichir encore plus les données. J'ai vu qu'interopérabilité avait été employée tout à l'heure. J'adhère totalement, parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de systèmes, beaucoup d'établissements, beaucoup d'activités que l'on sait faire fonctionner ça. Il faut une interopérabilité totale des systèmes d'information. Il faut désiloter complètement les données, il faut les défragmenter, comme ça a été dit. C'est essentiel, essentiel au sein d'un groupe et essentiel même au sein des entités, des entreprises. Et le dernier point, c'est que c'est la transparence et la confiance qui nous feront réussir ce challenge, et qu'il faut qu'on ait absolument un accès consenti des adhérents à leurs données et en étant capable de les protéger tout en personnalisant au maximum les services, sinon nous ne ferons pas décoller la e-prévention en France. Je vous remercie, j'espère avoir respecté... Merci beaucoup Jean-Louis Davet, merci de cette présentation.